L'avenir du commerce de proximité, le thème de ce nouveau numéro de Territoire d'idées. Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous et bienvenue ici même au cœur de l'École supérieure de commerce de Pau, un établissement de la CCI Pau Béarn qui produit, vous le savez, ces émissions qui ont un but, celui de permettre à des acteurs du monde économique d'échanger, de converser sur une thématique. On parle de commerce aujourd'hui et en particulier du commerce de proximité, celui qui rassemble, qui fédère des centaines d'acteurs très différents qui exercent en centre-bourg, qui exercent dans des grandes villes, qui exercent dans des métropoles. Ces acteurs du commerce de proximité sont confrontés évidemment à différentes évolutions de nos habitudes de consommateurs, sont confrontés à l'évolution d'Internet, sont confrontés à des contraintes fiscales, sociales, mais également comportementales. Quel est l'avenir de ce commerce dont on dit qu'il revient à la mode, qu'il redevient à la mode? C'est le sujet que nous allons aborder avec les invités qui nous ont rejoints. Nicolas Robière du journal Sud-Ouest va m'accompagner comme le veut la coutume. Mon cher Nicolas, quand je dis commerce de proximité tout d'abord, qu'est-ce que ça vous évoque? Pour vous, c'est quoi un commerce de proximité? C'est un commerce que je peux atteindre à pied. Je vis en centre-ville, donc en gros, c'est vraiment le commerce que je peux atteindre à pied à n'importe quelle heure, quand c'est possible, et que je finis, un commerçant que je finis par connaître au bout d'un moment. Je crois que dans cette proximité, il y a aussi finalement une certaine complicité qui peut se créer. Je pense à mon caviste, bizarrement, spontanément, cavite. Je ne demanderai pas pourquoi. Ouais, je ne demanderai pas pourquoi. Je ne vous dis pas pourquoi d'ailleurs. Mais c'est peut-être je pense à mon boulanger. C'est vraiment ces commerçants que l'on finit par connaître, dont on finit par connaître le nom, finalement la vie, et qui connaît votre vie aussi. On a l'impression, Nicolas, que dans un quotidien, même si c'est un quotidien régional, de proximité, on ne parle pas souvent du commerçant de proximité, ou alors simplement pour les mauvaises nouvelles, pour les faits divers qui pourraient se passer chez lui ou autre. Pourtant, lorsqu'on additionne le nombre d'emplois, le volume d'affaires, le nombre d'ailleurs de ces acteurs, artisans, commerçants ou autres, c'est un poids économique très important et on voit bien que ces chefs d'entreprise, que ces véritables TPE, PME représentent un maillon extrêmement dense de ce qu'est l'économie. Oui, tout à fait. Après, on n'en parle pas souvent, c'est pas vrai. C'est vrai que dans les journaux, on a l'habitude de parler de trains qui n'arrivent pas à l'heure. Si on ne parle pas trop souvent de vous, c'est bon signe, hein, en général, parce que vous arrivez à l'heure. Maintenant, sur une ville comme Pau, on a beaucoup parlé de commerce de proximité ces derniers temps, dans Sud-Ouest et dans d'autres supports, parce que c'est une vraie question qui revient régulièrement. C'est notamment une question qui vient au-delà même de l'économie, irriguer les questions de politique de la ville, de maintien des emplois en centre-ville. C'est une question qui vient aussi interroger sur le développement d'une ville. Est-ce que la périphérie, c'est l'avenir? Pas forcément, j'y pense pas. Donc c'est des questions quand même qui nous touchent régulièrement. Et dont on parle régulièrement. Philippe Coy est vice-président de la Chambre de commerce et industrie. Tout à l'heure, comme le veut la tradition, Patrick de Sampa, le président, viendra conclure les différents échanges que nous allons mener. Vous êtes en charge en particulier, Philippe, du commerce. Vous-même d'ailleurs exercez, hein, vous êtes un commerçant de proximité. Il y a quelques années, peut-être que si on avait fait ce débat, on aurait posé la question différemment. On ne se serait pas dit que nous allions parler de l'avenir du commerce de proximité dans ce qu'il représente en termes de capacité, mais peut-être que nous aurions formulé, y a-t-il encore un avenir pour le commerce de proximité? Ça veut dire que si on parle d'avenir quelque part assuré, c'est que même si les situations sont difficiles, on a un commerce de proximité que l'on redécouvre, auquel on se réintéresse et auquel on accorde beaucoup d'attention. C'est vrai qu'il y a quelques années, on aurait pu se poser légitimement la question quel avenir, avec un gros point d'interrogation et un warning. Aujourd'hui, le commerce, c'est notre quotidien. Ça fait partie de notre vie où qu'on se trouve sur un territoire. Et d'autant plus un commerce de proximité, où on voit qu'on a besoin de chaleur, d'échange, d'être rassuré dans son mode d'achat. Et l'avenir du commerce de proximité, il passe par une mutation, une organisation aussi de ce qu'attend le consommateur. Et je crois qu'aujourd'hui, cette place de la proximité a d'autant plus d'importance qu'on vit à 100 à l'heure, qu'on est souvent anonyme dans une ville. Et il y a, comme ça a été dit tout à l'heure, un commerçant qui est là pour vous apporter cette chaleur tôt le matin avec des bons croissants, tard le soir pour vous consoler. Voilà la place du commerce de proximité. C'est un acteur indispensable d'une qualité de vie de notre quotidien. C'est un aménageur du territoire et on ne peut pas imaginer aujourd'hui une ville,
un territoire, un département sans une vie dynamique autour du commerce. Parmi les missions de la Chambre de commerce et d'industrie pour Béarn, le commerce occupe une grande place. Parmi les préoccupations de la Chambre de commerce, le commerce occupe une grande place. On caricature souvent les grandes institutions, collectivités en disant qu'elles ne s'occupent que des grosses industries, que des grands donneurs d'ordre, que du gros volume. Là, chaque cas est quelque part individuel. Eh bien, on aime tordre le cou à la rumeur, à la CCI, pour Béarn au moins. C'est 50% pratiquement des ressortissants. Nous sommes au plus près de ce commerce, partout dans le territoire, dans chaque village. L'ensemble des conseillers du service commerce apportent du conseil, de l'organisation et de la méthode. Nous sommes au plus près de ces demandes. Alors, est-ce que les questions qui touchent le commerce de proximité sont-elles les mêmes lorsqu'il s'agit d'un commerce installé dans une grande ville, comme Pau par exemple, ou bien lorsqu'on est installé en centre-bourg, ou bien en milieu rural? Pour évoquer tout cela, nous aurons 2 représentants de structures qui fédèrent les commerçants et qui travaillent avec les collectivités territoriales sur leur territoire. Serge Galazzini représente l'Office de commerce et de l'artisanat de Pau. C'est le président de l'Office de commerce et de l'artisanat de Pau. Et juste à mes côtés, il y a Christine Pereira, qui est fleuriste à Monin, c'est bien cela, et qui est trésorière de l'Office de commerce du bassin de Lac. D'abord, un petit mot tous les deux sur vos structures. L'Office de commerce du bassin de Lac, Christine, ça représente combien de personnes aujourd'hui? Combien d'artisans, combien de commerçants fédérés sur la totalité dorénavant du bassin? Aujourd'hui, on est à 166 adhérents. Il faut que vous parliez bien près du micro. 166 adhérents. Avec toute taille d'adhérents et avec évidemment plusieurs villes, plusieurs centres-bourgs. Oui. Il y a 47 communes donc, du bassin de Lac. Mais avant tout, je suis aussi présidente de l'association des commerçants de Monin. Voilà, aussi. De Monin, vous exercez. Voilà, tout à fait. Donc les artisans et commerçants de Monin adhèrent à l'Office du commerce du bassin et de l'artisanat du bassin de Lac. Voilà. Parfait. Alors, Serge Galazzini, vous êtes installé au cœur de la ville de Pau, dans ce que l'on appelle maintenant le centre-ville piéton, la rue Joffre. Vous êtes président de l'OFCAP, l'Office de commerce et de l'artisanat. Ça représente combien aujourd'hui d'adhérents? Donc là, l'Office du commerce et de l'artisanat de Pau, qui rassemble les différentes associations et qui rassemble également les artisans et les commerçants non adhérents. On compte aux alentours de 800 commerces et 300 vraiment en plein centre du cœur de Pau, comme vous le disiez tout à l'heure. D'ailleurs, le cœur de Pau, c'est la façon dont vous vous adressez au public, parce que une structure comme un office de commerce et de l'artisanat, ça c'est une structure qui juridiquement existe, évidemment, mais pour s'adresser au public, c'est pas toujours évident d'enlever la couche de vernis un peu institutionnelle de ce qu'est la mécanique de l'office. Vous avez choisi de communiquer sur une marque cœur de ville. On voit des spots publicitaires au cinéma, par exemple, on voit des campagnes médias 4x3, etc., qui parlent du cœur de ville, du cœur de Pau. C'est important d'avoir une marque pour finalement émettre une communication lorsqu'on représente l'ensemble des acteurs. Oui, c'est très important parce qu'en fait, c'est une marque qui va rassembler tous les commerçants du centre de Pau. Et notre marque, donc, qui s'appelle Cœur de Pau Destination Shopping, indique bien que ça se trouve au cœur de Pau et qu'on y va pourquoi? Pour faire du shopping. Donc vraiment, c'est très clair. Effectivement, on diffuse un film au cinéma actuellement. C'est un film qui passe également lors des matchs de l'élan Bernay et c'est un logo qui est utilisé sur nos campagnes 4x3 pour les braderies, mais sur toutes les campagnes que nous faisons lors des animations que nous organisons. Alors le commerce de proximité, Serge, il a quoi de différent d'une moyenne surface, d'une grande surface? Qu'est-ce qui fait que vous êtes différent? Je pose la question à quelqu'un qui a quelque part génétiquement hérité de ce qu'était le commerce de proximité, parce que vos parents exerçaient déjà dans le métier des arts de la table avant que vous me preniez la suite. Même les grands-parents. Même les grands-parents, oui, troisième génération. Donc ici sur Pau, c'est 52e année, mais on en est à 100 ans d'activité. Donc qu'est-ce qu'un commerce de proximité? C'est comme vous le disiez tout à l'heure, c'est effectivement avoir cette fameuse relation avec les clients. Avoir cette volonté de toujours apporter le meilleur de nous-mêmes, les meilleurs produits, les meilleurs conseils. C'est aussi être disponible, être à leur écoute. On évoquait ça tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on fait notre travail de commerçant, mais des fois, on fait notre travail d'écoute, on conseille, et ça fait partie de notre travail maintenant, oui. Christine, lorsqu'on s'adresse à vous pour commander un bouquet de fleurs, ça veut dire que vous vous écoutiez également, vous consoliez parfois, comment ça se passe? Surtout dans mon métier, je veux dire, on a vraiment des situations totalement différentes qui peuvent aller du bonheur au malheur. Malheureusement, ouais. Donc l'écoute, c'est vraiment 90% de notre vente. Et là-dessus aussi,
On va rechercher ce que recherche le client, on va discuter. Et il y a une amitié qui se crée au bout d'un moment, il y a un lien. Et c'est ce lien que la personne vient rechercher après notre professionnalisme, ça c'est sûr. Mais on va au-delà de notre métier, même autrefois. Au jour d'aujourd'hui, on est un peu psy, hein, c'est ça, non? Voilà, donc on a quand même un travail qui demande énormément d'écoute. Alors, est-ce que c'était déjà le cas ou qu'est-ce qui a changé dans votre métier? Vous parliez, vous, d'une longue expérience familiale. Qu'est-ce qui a changé entre les années 70 ou 60 et maintenant? Même sans aller jusqu'aux années 70, là, en l'espace de, on va dire, de 6 ans, ce qui a évolué, c'est Internet. Alors, Internet, ça peut être positif et négatif, c'est-à-dire positif parce que les gens, ce sont aussi des outils qu'on utilise nous. Donc, si les gens sont à la recherche de quelque chose, on peut tout de suite le montrer. On a des fournisseurs maintenant dans ma partie des arts de la table qui créent des sites avec des conseils d'utilisation, par exemple. Donc, on peut très bien tout de suite leur montrer. Dans le côté négatif, c'est une démarche maintenant de vente qui est beaucoup plus rapide. C'est-à-dire, je dis souvent, on a le produit, on le vend, on n'a pas le produit, on ne le vend pas. Parce que en l'espace d'un clic, on peut l'acheter ailleurs. On y reviendra tout à l'heure, mais alors dans les fleurs, alors il le sait bien parce qu'il vient de recevoir des tonnes de bouquets de fleurs parce qu'il est arrivé à de heureux événements dans sa vie personnelle, donc il vient de recevoir des tonnes de fleurs. Mais plus sérieusement, c'est vrai que avant on venait pratiquement choisir son bouquet, vous conseillez. Maintenant, on voit bien que tous les bouquets on peut choisir le nombre de fleurs exactement, le prix, etc. Sur Internet, ça a changé votre quotidien. Déjà, ça change le quotidien. Donc, de par le côté positif, nous, c'est par exemple pour les mariages où la personne, on avait autrefois 2-3 heures de travail avant de concrétiser un mariage entièrement. Aujourd'hui, en 1 heure, c'est fait. Ils vont sur Internet, ils choisissent le plus, le moins, enfin ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Et ensuite, on fait le tri. La chose, c'est qu'ils partent dans des délires, mais complètement barjots, des choses... et du coup, après, ça, c'est le côté positif. Mais le côté négatif, c'est que les gens, en un clic, comme vous dites, sont habitués à voir le produit. Moi, aujourd'hui, il y a des orchidées qui sortent, qui sont à 150 € pièce, où je ne peux pas les avoir de suite. Je les prends sur commande, donc je ne clique pas. Donc, j'appelle mon fournisseur, il faut du temps, quoi. C'est ce côté un peu négatif, voilà. Alors tout à l'heure, on va revenir évidemment sur la façon dont Internet a évidemment bouleversé les façons de consommer, sur la façon dont ça vient s'opposer ou pas s'opposer d'ailleurs à la notion de commerce de proximité. Nous allons le faire en compagnie de Sébastien Chantelot, d'un expert de l'École supérieure de commerce de Pau. Il joue pratiquement à domicile et vous allez nous apporter votre regard, évidemment à la fois, je le disais, d'expert du commerce, des habitudes des consommateurs, mais au-delà, votre regard également économique sur ces mutations finalement dans l'acte de commerce que nous vivons tous. Et nous aurons dans quelques minutes le plaisir d'entendre une expérience également concrète de revitalisation de centre-bourg, celle de Navarinx. Le maire de Navarinx est parmi nous, Jean Beaucoup. Alors, il est maire de Navarinx, il est également président d'une association Bastide 64, président également au niveau de l'Aquitaine, de la Fédération des Bastides. Et c'est intéressant de l'avoir aujourd'hui parce que, Nicolas, si on fait un petit peu d'histoire, quelque part, on va se rendre compte que la façon dont nous parlons commerce, ici, l'acte de commerce, il est vraiment au cœur des Bastides, tout à fait à la naissance des Bastides. On y reviendra avec lui dans quelques minutes. Du temps du Moyen-Âge à aujourd'hui, Sébastien, le moins que l'on puisse dire, c'est que le commerce de proximité a pris des définitions, des visages bien différents. Aujourd'hui, de quoi parle-t-on? C'est quoi concrètement un commerce de proximité? Un commerce de proximité va faire le lien économique et social entre les habitants d'un territoire et son tissu, toute son animation. Il y a des problématiques extrêmement différentes. Il y a des problématiques de commerce de centre-ville, donc des problématiques urbaines, des problématiques de quartier qui sont également urbaines avec des objectifs différents, mais il y a également des problématiques périurbaines et des problématiques rurales derrière le commerce. Donc c'est très délicat de donner une réponse globale puisque les missions ne sont pas les mêmes. Oui. On va y revenir, mais c'est vrai que c'est bien de redonner une lecture horizontale d'abord, quasiment géographique, qui permet de dire qu'on ne parle pas aujourd'hui simplement, on est bien d'accord, que du commerçant qui est installé au cœur d'un centre-ville piéton versus une grande surface installée elle, en périphérie. Non, c'est un peu l'exemple que je donnais, moi, mais c'est vrai qu'on oublie. Oui, il y a aussi les centres-bourgs, par exemple. Tout à fait. C'est quand même une opposition que j'ai tendance à catégoriser de notre temps.
Il faut arrêter de stigmatiser David contre Goliath, le petit commerçant contre la grande surface. C'est un fait. La guerre est finie et surtout, ils ne boxent absolument pas dans la même catégorie. On a une expérience complètement beaucoup plus déshumanisée dans les grandes surfaces. Ne dit-on pas qu'aller faire les courses, aller faire la corvée, on prend son véhicule, c'est nécessaire, hein, mais on a un acte complètement différent chez un commerçant de proximité qui va plutôt travailler sur sa stratégie de différenciation, le lien social, le conseil. Et c'est dans ce sens où le commerce de proximité évolue. Cela fait depuis les années 60 qu'il est en concurrence avec les grandes surfaces. Il y a de la place pour tout le monde. Au niveau du territoire, il n'y a pas de territoire en forme si le commerce est malade. Mais il n'y a pas de commerce en forme si la réciproque est vraie. Je me perds un peu, mais la réciproque est vraie. Et les changements qu'a subi le commerce récemment ont été, de mon point de vue, assez multidimensionnels. On a parlé d'Internet. Ça a mené une corde de plus à l'arc du commerce. Le client, le consommateur devient sachant, expert. Il peut mobiliser les connaissances de toute une communauté. On est sur du social, encore une fois. On est sur du social. Donc avant de se décider à l'achat, il peut mobiliser sa communauté. Deuxième point, la concurrence s'est quand même accrue. Les dérégulations ont fait que les surfaces commerciales ont pu s'étendre. L'internationalisation également de la concurrence, la franchisation des centres-villes, etc. Et pourtant, le commerce de proximité est toujours là, existe toujours et a encore plus d'importance peut-être qu'auparavant à cause du troisième changement, les mutations sociologiques. De plus en plus de seniors, de plus en plus de familles recomposées, monoparentales, de plus en plus de personnes seules qui ont des actes d'achat à proximité. Juste une petite question, est-ce qu'on a des chiffres sur l'évolution de ce commerce de proximité sur les 4 dernières décennies par exemple ? Sur les 4 dernières décennies, c'est un horizon temporel qui est un peu long. Néanmoins, quand on consulte... Je bloque sur les années 60, je ne sais pas. Néanmoins, par exemple, sur les 10 dernières années, évidemment, il y a eu une crise qui a touché tous les secteurs d'activité en 2008. Le commerce de proximité était en croissance, vraiment se portait bien jusqu'à cette crise qui l'a un peu affecté. Si on regarde sur le Crédoc, si on regarde sur les chiffres de l'INSEE, tous les feux sont au vert pour le commerce de proximité. Tous les feux sont au vert, vraiment. Est-ce que c'est, alors, au global, parce que je vous entendais dire Internet, un arc, enfin une corde de plus à son arc, je pense aux libraires. Eux, ils ont un peu de mal, je crois, quand même. Tout à fait, même si... Il y a quand même des secteurs qui souffrent d'Internet. C'est un cas particulier. Donc, oui, effectivement, Amazon me connaît mieux que mon libraire, puisqu'il croise énormément de données, etc. Néanmoins, quand je vais chez le libraire, je peux tenir le livre, je peux tourner les feuilles. Il est là, et je ne sais pas s'il sera là demain, donc est-ce que je ne le prends pas maintenant? C'est une toute autre expérience. Ils sont complémentaires. Cela dit, derrière la question et l'exemple de Nicolas, ça corrobore bien ce que vous disiez. On parle du commerce de proximité. Cela dit, selon qu'on parle d'un commerçant installé en centre-ville ou en centre-bourg, on n'est pas dans les mêmes réalités. Et toutes les façons de faire du commerce ne sont pas toutes confrontées soit à un pic d'évolution, soit à des difficultés. Et c'est vrai, comme dans tout domaine, que les mutations font que finalement il n'y a pas un commerce de proximité, mais il y a des commerçants avec des diversités, les métiers évoluent énormément, les spécificités de chacun des métiers évoluent, et finalement c'est difficile aussi d'avoir une seule réponse globale quand finalement il y a des problématiques qui sont aussi multiples. Ce qui explique aussi peut-être les questions, les interrogations que beaucoup se posent sur l'avenir du buraliste, l'avenir du libraire, c'est peut-être pas tout à fait le même que celui de métier de bouche, comme fleuriste ou autre. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que ce métier de commerçant, qui est un des plus vieux métiers dont on peut parler, doit évoluer, doit muter. On ne peut pas rester dans un commerce figé tel que dans les années 60. Il y a Internet qui a bouleversé énormément la donne, mais il y a aussi les attentes des consommateurs, les produits qui évoluent et les modes de consommation. Et on ne peut plus penser hier comme aujourd'hui. Il faut aussi que ce commerce, chose que la grande distribution, dans son apparition dans les années 60, avait saisi. C'est là qu'on a eu un chamboulement avec des lieux où il y avait beaucoup de produits, des amplitudes d'ouverture, et on y allait avec plaisir. Aujourd'hui, on fait du commerce
dans des centres-bourgs, dans des centres-villes, dans des rues, avec du plaisir, mais il faut répondre à l'attente du consommateur, et c'est ça qui guide aussi cette évolution positive. Sébastien, justement, parlons de consommateur 3 minutes et sa perception de ce qu'est la proximité. On est tous consommateurs ici autour de ce canapé. La relation que l'on a avec la proximité, elle a énormément évolué. Avant, la proximité, elle était kilométrique, géographique. Maintenant, c'est plus du tout le même rapport. Tout à fait, elle était kilométrique, elle était géographique, c'était des questions spatio-temporelles. Ouais. Maintenant, elles sont beaucoup plus sociales. On vient chercher l'interaction. Elles sont socio-temporelles. Elles sont socio-temporelles, tout à fait. Tout à fait. Les communautés ont toujours existé déjà, et on les a rassemblées, on leur a permis de s'exprimer. Les communautés, les consommateurs, ils cherchent une expérience. On parlait du caviste. Le caviste, dorénavant, il doit innover. Il doit proposer son vin, mais pourquoi pas donner des cours d'œnologie, sensibiliser au vin, faire les mardis des grands crus et faire ouvrir cela. Il doit proposer une expérience, il doit créer un écosystème. Le commerce est lui-même dans un écosystème, hein, c'est le 3e pilier de l'urbanisme, ouais. Avec les infrastructures de transport, avec les décisions de politique publique. Tout ça, c'est un écosystème, tout simplement. Et le consommateur vient chercher l'expérience sociale à proximité. Lorsqu'on parle en milieu urbain, c'est plus facile, on vient chercher l'expérience du centre-ville. On n'achète pas le produit, on achète l'histoire qu'il y a derrière. Chose qu'on a peut-être eu tendance à oublier. Là, je m'adresserai aux politiques dans quelques petites minutes. On a dit pendant très longtemps qu'il y avait ceux qui faisaient du commerce, il y avait ceux qui aménageaient, il y avait ceux qui se préoccupaient du bien-être, de la culture, du patrimoine, etc. Et on a eu tendance, Nicolas, je dit, c'est peut-être un mal très français, à mettre des cases dans tout ça, à laisser finalement des tunnels, alors que tout est lié. Ce que disait Sébastien est très intéressant. Le commerçant, c'est un pilier. Le commerce est un pilier du devenir des centres-villes. Oui, alors c'est ce que vous disiez. Vous disiez il n'y a pas de commerce en bonne forme si le territoire n'est pas en bonne forme. Et inversement. La question que je vais vous poser, c'est quelle est l'œuf de la poule, en gros. Est-ce que je relance un centre-ville parce que j'ai de bons commerces ou est-ce que j'ai de bons commerces parce que j'ai bien refait mon centre-ville? Et en effet, cette question, les centres-villes, et elle touche également le milieu rural, évidemment, sur le maintien de villages. Voilà, hein. L'exemple de Navarinx va nous éclairer là-dessus. La question, c'est par où commencer. Oui. Nous avons choisi de commencer par le commerce, mais c'est sûr que sans des politiques associées, sans tout un travail au niveau des villes, des territoires, pour stimuler le commerce, il ne se passera peut-être rien. Donc si le commerce commence, donne l'impulsion, d'autres impulsions naîtront. Des fois, c'est le territoire qui doit impulser. C'est un problème, comme vous l'avez dit, c'est l'œuf ou la poule. C'est très problématique. Néanmoins, il ne faut pas se demander ce que le territoire peut faire pour nous, il faut d'abord se demander ce que nous, on va faire pour le territoire avant de recevoir son aide et son appui. Très keynésien, ça. N'est-ce pas? Alors, un exemple que maintenant on prend de plus en plus conscience, que tout est lié. Les dernières assises nationales du centre-ville, les 9e, c'était à Dijon il y a quelques jours simplement. Et un des thèmes centraux, évidemment, c'était le commerce du centre-ville. 600 congressistes ont entendu les élus de toute tendance, d'ailleurs, politique, indiquer que les problématiques du commerce du centre-ville, désormais sérieuses, ne pouvaient plus se résoudre avec les seules règles de la concurrence et que la sphère publique se devait d'intervenir, ou en tout cas se devait de réfléchir avec les commerçants et non plus, encore une fois, dans des stratégies qui étaient, allez, je ne vais pas dire opposées, mais qui parfois étaient séparées par une ligne jaune et cloisonnées. Monsieur le maire, ce cloisonnement entre la dynamique de votre commerce à Navarinx, la façon dont vous avez réussi à positionner cette ville pour qu'elle soit reconnue comme une ville plus qu'agréable maintenant, comme une Bastide remarquable, un patrimoine qui fait partie totalement des joyaux du patrimoine français. Ils viennent d'obtenir le label un des plus beaux villages de France, il y a à peu près 15 jours. Et quand je vous ai interviewé, vous m'avez dit, je vous ai demandé, bon, mais c'est quoi les critères? Et vous m'avez dit, c'est pas uniquement parce que c'est très joli et qu'on a intégré les lignes. En gros, vous avez dit, il y a aussi une dynamique associative et commerciale qui rentre dans les critères pour l'obtention du label. Enfin, je sais pas si c'est un label ou c'est même plus que ça, hein, c'est très prestige. Comment vous avez fait, vous, pour convaincre le jury? Écoutez, vous avez bien effectivement relayé mon avis. C'est vrai que notre cité, chef-lieu de canton, en zone rurale, mais cité touristique... Juste une petite chose, premier village du Béarn à obtenir le label un des plus beaux villages de France. Nous sommes effectivement très fiers pour nous et pour le Béarn de ce qualificatif, puisque... C'est avant les principautés, donc vous imaginez. C'est un qualificatif assez prestigieux, puisque nous sommes effectivement... labellisé plus beau village de France. Alors, comme vous l'avez bien dit, et je le confirme, outre le fait que
Bon, nous sommes un chef-lieu de canton dynamique par une activité associative, culturelle et sportive. Bon, de par l'histoire, et j'y reviendrai après si vous voulez, nous sommes avant tout une bastide, et de par la bastide, un lieu effectivement historique du commerce. Et donc, dans le classement, effectivement, la labellisation du plus beau village de France, le troisième volet ou le quatrième volet, qui était la notion d'animation, de structuration culturelle, et que ne soit pas un village musée ou un village vitrine, mais un village actif, il est clair que la notion de dynamique commerciale a été prise en compte, et c'est la raison pour laquelle nous avons notamment été retenus dans le cadre de ce label. Alors, je voudrais tout simplement dire aussi que quand je suis devenu maire en 2001, le tissu commercial de Navarins était, je dirais, significatif, mais quelque peu, malgré tout, vieillissant, et il y avait des problèmes de transmission d'entreprises, des problèmes de reprise de commerce, des commerces qui n'ont pas été repris, d'autres commerces qui ont été fermés et sur lesquels on avait effectivement une certaine nostalgie. Et à ce moment-là, avec mon équipe municipale, on s'est quand même posé une question, à savoir de dire comment se fait-il que des commerces ferment, comment se fait-il que le commerçant a ses problèmes, et comment se fait-il que peut-être le consommateur vient moins facilement au centre de Navarins, pourtant Dieu sait historiquement commerçant. Alors cette question, on l'a analysée effectivement avec l'association des commerçants, puisqu'on a la chance d'avoir toute proportion gardée, modestie gardée. On est le centre, le chef-lieu du canton où la première union commerciale a été créée en Béarn il y a 45 ans, donc ce qui veut dire que ça représente malgré tout un patrimoine pour nous. Et on s'est posé la question de savoir cette problématique-là. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte, nous les élus, qu'il fallait avant tout qu'il y ait des commerçants dynamiques, diversifiés, des bons professionnels, mais il fallait aussi qu'il y ait un environnement de qualité qui donnait envie aux consommateurs, aux visiteurs et aux touristes de venir à Navarins, centre-bourg, pour non seulement visiter la ville, mais aussi faire leurs courses et leurs emplettes, que ce soit en journée de la semaine ou voire le jour du marché, puisque notre marché existe aussi depuis le XIVe siècle. Alors tout ça a déclenché effectivement un plan d'action, et notamment la réorganisation du centre-bourg, la restructuration, la remise en valeur des places et marchés. Et c'est vrai que le rendu 10 ans après nous a permis notamment de dire qu'il y a des nouveaux commerces qui se sont créés, des commerces qui ont été transmis de manière plus facilement, et une certaine dynamique à ce jour qui nous permet de dire que la Bastide de Navarins a gardé sa notoriété de centre commercial au centre du Béarn. Nicolas. Oui. Alors, vous avez une particularité, que vous êtes une Bastide. Or, on en parlait l'autre jour, les Bastides, le principe, c'est que la place du commerce était centrale et toutes les rues étaient en carré. Je connais bien les Bastides, je viens d'un pays où il y en a beaucoup. J'en connais certaines quand même s'il y a beaucoup de monde l'été, qui l'hiver deviennent des villages vitrines ou des villages musées. Comment on empêche ça ? Alors effectivement, nous sommes Bastides, et c'est la raison aussi pour laquelle nous avons sur le département créé une association dénommée Bastide 64, dont je suis le président. Et cette action, outre l'aspect, disons, culturel, architectural, urbanistique, on a souhaité aussi rappeler que la Bastide, c'est avant tout un lieu d'échange, un lieu de rencontre et un lieu de commerce. Alors c'est vrai que là où il y a malheureusement un déficit de commerce important, c'est difficile de relancer la machine et relancer le processus de création, de réouverture de commerce. Mais là où il y a des commerçants en place et pour lesquels on peut identifier la commune, la ville à la Bastide, il y a une certaine dynamique qui s'instaure et qui se confirme. Et c'est pour la raison pour laquelle donc, on peut afficher avec plaisir que le consommateur, le commerçant à la Bastide, c'est une triangulaire qui va complètement dans le sens de la complémentarité effectivement de la dynamique commerciale. Alors pour les communes, évidemment, où il n'y a plus je dirais, le boulanger, enfin encore que le boulanger est important, mais un commerce ou deux commerces,
Là, c'est un petit peu la difficulté et c'est la raison pour laquelle, au niveau de la Fédération des Bastides d'Aquitaine, que je préside également et qui couvre dans l'ensemble du territoire aquitain, c'est un sujet sur lequel nous avons décidé d'agir de manière très concrète et significative, et avec le concours notamment de la Chambre de commerce de Pau, qui est notre partenaire au niveau de l'Aquitaine, mais pour pouvoir effectivement voir de quelle façon on peut revitaliser ces commerces qui n'existent plus, ou tout au moins qui ont disparu, et sur lesquels nous comptons effectivement à un moment donné aussi à une certaine citoyenneté du commerçant. Il faut effectivement, il ne suffit pas de dire tiens, dans telle commune il n'y a plus de commerce, ça ne marche plus, on est obligé d'aller ailleurs, mais pour autant après il faut aussi que l'habitant de la ville, voire du canton, ait un certain devoir aussi à dire, eh bien, si je veux qu'il y ait des commerces dans ma ville, dans mon chef-lieu de canton, il faut faire travailler le commerce. Il ne faut pas aller à 20 km à côté, acheter dans un magasin X ou Y. Il y a un fleuriste, puisque je reprends l'exemple de Monin, il y a un fleuriste à Monin, il ne faut pas aller acheter à Pau, il faut acheter à Monin. Enfin, ça, c'est peut-être des raisonnements un petit peu basiques, mais enfin, ça fait partie aussi d'une prise de conscience du consommateur et de l'habitant, de vouloir effectivement faire vivre ces centres-bourgs en zone rurale. Alors pour qu'il y ait cette prise de conscience, il faut qu'il y ait une forme de satisfaction, d'affect qui se crée entre en effet le commerçant et le consommateur. Sébastien, vous citiez ce qui s'est passé il y a quelques années. Il y a eu un moment où en effet, ne bondissez pas à ce que je vais dire, mais le commerçant de proximité, il pouvait passer pour le super has-been du commerce. Or là, on a l'impression, et c'est quand même archi positif, qu'on redécouvre ce qui fait la force et les atouts du commerçant de proximité. Encore faut-il qu'il sache se moderniser, encore faut-il qu'il sache se mettre à la page, encore faut-il qu'il se forme aux nouvelles pratiques du commerce, mais sous réserve de cette dynamique et de cette adaptation qui, quelque part, est inhérente à l'esprit du commerçant d'ailleurs, et de l'artisan en général. On a l'impression que le consommateur redécouvre les atouts du commerce de proximité et que le small is beautiful s'applique finalement aussi à ceux que l'on a juste à côté de chez soi. Complètement. Il faut quand même séparer. Regardez ce que font les grandes surfaces. Elles viennent s'installer en centre-ville sur des petites surfaces. C'est quand même assez révélateur comme innovation. Les franchisés peuvent réagir. Ils ont du support. Mais le commerçant indépendant, quand il est isolé, pour innover, ça fait beaucoup de métiers en plus d'être commerçant, maîtriser la chaîne de valeur, etc. Et c'est finalement dans sa faculté à s'inscrire dans des réseaux qui vont, non pas le préserver, mais l'accompagner, le développer, qui va arriver justement à ne plus être un has-been, mais à prendre la mesure de son temps, à proposer plus qu'un produit, une solution, une expérience à l'utilisateur, au consommateur, et là, finalement, faire sauter les blocages du XXe siècle pour rentrer pleinement dans le XXIe. On est bien d'accord qu'il y a un coup à jouer, parce que le consommateur, nous tous là, on est finalement, même dans cette ère Internet, etc., en recherche de ce rapport de proximité, de ce rapport direct quelque part. Et je dirais peut-être de plus en plus, l'exemple qui vient d'être cité est frappant. On disait en début d'émission, quel avenir pour le commerce de proximité en centre-bourg ou en centre urbain? La preuve, les grandes enseignes aujourd'hui démontent des mètres carrés en extérieur pour réinvestir le centre-ville. C'est le premier témoignage intéressant. Et ce que je relève dans les propos de monsieur le maire, c'est que cet avenir, il se construit avec les commerçants. Il ne peut pas se construire sans les commerçants. Ils doivent être les propres acteurs de cet avenir. Il se construit aussi par du partage. Et les associations qui sont ici présentes, et nombreuses en Béarn, sont aussi un levier important pour que ce commerce indépendant puisse s'organiser, puisse se construire. Et le troisième pilier, c'est que le monde politique est surtout la clé de la réussite de cette qualité de l'offre sur un territoire, si tant est que les élus, comme à Navarinx, s'en donnent la peine. Alors, cela dit, Serge Galazzini, l'office de commerce, celui de Pau, celui du bassin de Lac, comme d'autres, c'est une structure qui est faite pour ça, pour permettre finalement que tout le monde s'empare de ces problématiques liées au commerce, dans le bon sens du terme. Alors normalement, ce sont effectivement des structures qui sont faites pour ça. Pour l'instant, je ne rebondis pas sur le normalement encore ou non, mais je dis, voilà, l'office du commerce pour l'instant, c'est vrai que c'est pas toujours approprié ces problématiques-là, et donc n'a pas forcément aidé comme il le fallait les commerçants de Pau. Heureusement que la chambre de commerce est là pour appuyer à ce niveau-là. Je voulais rebondir tout à l'heure par rapport à l'évolution des commerçants. Donc les commerçants qui effectivement qui bougent, qui sont avec leur temps.
se maintiennent. Et on parlait tout à l'heure des grandes surfaces, mais je voulais aussi préciser que certaines enseignes Internet viennent aussi s'implanter en centre-ville parce qu'ils se rendent compte que les clients ont besoin d'avoir du visuel et avoir du contact. Ouais. Donc la tendance qu'il y a aussi, c'est ça, c'est avoir un conseil de proximité, avoir le côté classique, on va dire, même pas has-been parce que c'est plus le cas, mais le classique, mais avec les outils modernes. Ouais. Voilà. Je voulais juste jeter un petit pavé dans la mare quand tu parlais de has-been. Est-ce qu'il n'y a pas eu... Il ne fallait pas que tu te sentes visé. Non, mais est-ce qu'il n'y a pas eu quand même aussi peut-être un changement de génération? Est-ce qu'il n'y a pas eu quand même une dernière génération de commerçants qui avaient quand même du mal à s'adapter à quoi que ce soit, notamment aux travaux? Je ne voudrais pas prendre d'exemple précis, mais combien de fois ai-je connu des centres-villes où on faisait des travaux, où on piétonnisait et où les commerçants râlaient en disant non, il faut qu'on se garde devant chez moi. Monsieur Galazzini, oui, ça peut être sur les travaux, ça peut être sur la lutte contre Internet, ça peut être sur en effet la lutte, pas d'implantation de grandes surfaces, etc., etc. C'est vrai que bon, ce que dénonce à juste titre Nicolas. Oui, c'est tout à fait vrai, c'est ça. C'est-à-dire là, il y a un renouvellement de génération aussi au niveau des commerçants qui évoluent avec leur temps. Et le discours que vous teniez, c'est vrai que je l'ai entendu dans la bouche de mes parents, mes grands-parents. Donc la piétonisation, c'est vrai qu'elle a, notamment à Pau, elle a effrayé beaucoup de commerçants, mais curieusement, pas forcément ceux qui étaient concernés par le secteur, qui étaient déjà des magasins qui avaient été renouvelés. Donc c'est une nouvelle génération qui utilisait déjà les outils de leur temps, Facebook notamment, pour communiquer sur les opérations pendant les travaux. Donc tout s'est bien passé, oui. Monin, est-ce que vous avez constaté aussi ça? Je ne sais pas, on n'a pas piétonisé. Tout à fait. Déjà pour revenir aux anciens commerces, moi c'est ce que j'ai vu. Donc moi j'ai quand même un cursus un peu particulier. J'ai eu 12 ans de galerie marchande où la concurrence directe c'était la grande surface. Donc on se remettait en question. Donc je suis quelqu'un qui, je m'endors pas. Voilà, je bouge. Et je suis arrivée à Monin. Et quand j'ai voulu prendre ce commerce, j'avais l'impression que la plupart étaient endormis sur les acquis. Rien n'avait été fait, aucun travaux. Voilà, c'était la clientèle, elle vient, on sourit ou on sourit pas, c'est pas grave, ils viennent quand même. Et là, ça a changé. Et donc, ça fait 12 ans que j'ai ce commerce. En 12 ans, ça a évolué. Et aujourd'hui, grâce aussi à la Chambre du commerce, ça c'est sûr. Et on a passé des gros travaux sur Monin. Mais vraiment, on a eu très peur. On s'est dit, Pau. Qu'avez-vous fait? Comment y êtes-vous arrivé? Vous avez survécu. On a survécu parce qu'on a été bien entouré par la Chambre du commerce et de l'industrie qui avait un vécu sur Pau et nous a transféré des choses. Et on est restés unis. Et là, notre association des commerçants a fait son travail. Elle a pallié à plusieurs craintes de certains commerçants. Et au contraire, ça nous a unis. Ça nous a unis et aujourd'hui, on est une force. Monin, on est une force. Voilà. Jean Beaucoup. Oui, par rapport à ce cas aussi, enfin, nous aussi, on était confrontés aux travaux, puisqu'effectivement, à un moment donné, c'était un petit peu le Verdun, le centre-ville de Navarrenx. Mais nous, en fait, on a contourné un petit peu la problématique avec les commerçants qui ont complètement adhéré à la démarche. Pendant la période des travaux, on a lancé une opération commerciale. En fait, on a incité les commerçants à revenir. Certes, on a fait beaucoup de communication en termes de possibilités de stationnement organisé, de fléchage, et tout ça, je dirais, a permis effectivement de faire passer les travaux sans trop de difficultés. Et pendant la période des travaux, avec accessibilité malgré tout piétonne des commerçants qui était prévue, parce que c'était la règle de l'entrepreneur, de l'entreprise qui faisait le chantier. Mais on a solutionné le problème, si tant il y avait problème, par une opération commerciale pendant la période des travaux. Encore une fois, concertation, Philippe Coy, dans ce qui est dit là, dans l'exemple. C'est complètement cela. Il y a une concertation, un accompagnement. Et ce qui a aussi bougé ce commerce de proximité, réveillé, comme ça vient d'être dit à Monin, on ne peut pas éluder ce soir du débat le phénomène de crise. Il y a un problème de consommation, et évidemment, cela a amené des contractions dans les achats, dans les habitudes, et les commerçants qui ont dû s'adapter se sont réveillés, se sont regroupés, ont performé pour avoir l'offre la plus adaptée à ce qu'attendait le consommateur dans une période encore aujourd'hui difficile
pour la consommation. Oui, parce que Sébastien, évidemment, ce soir, ne faisons pas un tableau qu'angélique, je dirais, de la situation. Évidemment, le commerce de proximité a des tas d'atouts. Évidemment, individuellement, il y a des richesses à creuser, des savoir-faire, etc., etc., produits, services de qualité, tout ce que l'on veut. Cela dit, en effet, on est dans une période qui n'est pas non plus facile pour le commerçant indépendant, qui n'est pas simple pour la consommation en général, et qui n'est pas simple en matière de remise en question de ce que sont finalement les redéfinitions du commerce de proximité dans des centres-villes, dans des centres-bourgs, dans des territoires qui eux-mêmes, parfois, n'ont plus les budgets d'hier pour se transformer, n'ont plus les mêmes capacités à mobiliser des fonds pour des campagnes de communication, des campagnes d'attractivité ou autres. Bref, il faut avoir conscience que oui, il y a un coup à jouer, mais enfin que les difficultés sont là. Tout à fait, ça se ressent au niveau de la durée des activités, de la pérennité des activités, du turnover souvent qu'il y a dans les villes. Ce sont des mutations rapides. C'est vrai que nous sommes à la crise. Les meilleurs pronostics disent qu'on a encore pour 10 ans, donc il va falloir encore courber le dos. Mais un économiste est quelqu'un qui vous expliquera de même pourquoi ce qu'il vous explique aujourd'hui n'a jamais marché, donc peut-être qu'on peut revoir... Qui nous prévoit 10 ans et qui n'avait pas prévu la crise. Donc, exactement. Mais je vous rappelle que le prix Nobel de l'économie est français depuis tout à l'heure. Tout à fait. Donc oui, c'est instable, mais c'est instable pour tout le monde et pour de nombreux secteurs d'activité. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est l'adaptation à ces changements qui va garantir la pérennité et la survie des entreprises. Alors, vous avez compris tout à l'heure que Jean Beaucoup, votre voisin, était comment dire, quelqu'un qui savait cumuler les titres via toutes ces présidences qu'il nous a rappelées. Il est également expert comptable. De métier et de profession. Alors sans trahir de grands secrets, évidemment, de secrets professionnels, mais objectivement, le commerçant a encore des atouts, une capacité à pouvoir s'adapter. Est-ce qu'il a les moyens de s'adapter? Est-ce que le commerce indépendant a les moyens de s'adapter à ces différentes mutations? Parce que lorsqu'on parle d'innovation, lorsqu'on parle de nécessité de faire des travaux, de rénover l'accueil, etc., il faut, mine de rien, en avoir la capacité. Moi, je pense qu'il y a d'excellents commerçants et ça se trouve sur le terrain. Il y a aussi une génération de commerçants qui ont pris conscience que peut-être la période antérieure des grandes décennies où le commerçant, certes, faisait du commerce, mais peut-être thésaurisait plus qu'il n'investissait ou qu'il ne réinvestissait. Bon, ça aussi, c'est peut-être une période un petit peu dévolue. Et maintenant, il faut que le commerçant se réinvestisse, se remette en question peut-être plus souvent et plus régulièrement. Et je crois que dans cette thématique-là, il y a de l'avenir pour le commerce de proximité, mais le commerce au sens large du terme, parce que le consommateur a besoin, certes, de qualité, de professionnalisme, a besoin de conseils, a besoin de proximité, comme ça a été dit, c'est une évidence. L'ère Internet qui est du moment, effectivement, moi je pense qu'à un moment donné, ça va peut-être plafonner, voire régresser, et que le consommateur aura besoin plus de cette relation avec le chef d'entreprise. Et donc, de mon point de vue, et là c'est un petit peu la casquette d'expert comptable qui le confirme, je pense qu'il y a une génération de jeunes entrepreneurs qui regardent avec très intérêt, beaucoup d'intérêt, effectivement, la volonté d'entreprendre, et même dans le monde du commerce qui est certes pas simple, mais c'est toujours dans la difficulté qu'on arrive je dirais, à trouver la bonne voie. Philippe, vous allez dans quelques instants nous parler d'un outil que justement vous avez mis en place au niveau de la Chambre de commerce. Vous avez été précurseur d'ailleurs dans ce domaine-là, repris ensuite au niveau national pour permettre aux commerçants d'effectuer cette remise en cause, de progresser, de se remettre en question et d'être encore plus performants demain qu'ils ne l'étaient déjà hier. Mais juste avant cela, Sébastien, dernière question. Les trois grands enjeux, les trois grandes problématiques que le commerce de proximité doit arriver à résoudre pour avoir un avenir, puisqu'on parle d'avenir, serein, ou en tout cas dans lequel tout est possible. L'innovation, donc innover, inventer peut-être une nouvelle manière de délivrer la valeur, s'inscrire dans une optique de multicanal, ceux au XXe siècle qui avaient refusé le téléphone. Ouais. Ça a été problématique, je pense que c'est un standard maintenant. Encore une fois, la proximité, c'est aussi le temps. C'est à quel moment on est ouvert, à quel moment on est disponible, à quel moment on peut voir le produit. C'est là où la complémentarité Internet peut marcher. Et accentuer la différenciation par rapport à des standards ou des grands ensembles.
La spécificité, c'est ce qui sauvera le commerce de... C'est intéressant parce qu'on a eu, Nicolas, souvent l'impression que la spécificité, c'était l'ennemi de la franchise qui voulait tout standardiser, du schéma qui devait être pour tout le monde le même, de mettre des rayons, de mettre des produits en rayon, d'afficher des promotions, etc. Là, vous êtes en train de dire qu'il y a un coup à faire sur la différenciation. Bien sûr, sur le volume, de toute façon, le commerçant de proximité indépendant, il ne pourra pas lutter. Et on sait très bien que baisser les prix, ça n'a jamais été une stratégie rentable. Donc il doit se différencier. Et justement, c'est ce qui est intéressant dans les villes et dans les territoires périurbains ruraux, d'avoir des commerçants authentiques. Parce que la proximité et le relationnel que recherche le consommateur, c'est aussi l'authenticité. L'authenticité, avec des problématiques de développement durable, de responsabilité derrière le produit, de fabriquer ici. Les producteurs de plus en plus vendent eux-mêmes leurs produits. Cette recherche d'authenticité est très très importante également. Philippe ? L'authenticité, c'est aussi ce que l'on offre à travers des outils performants. Je pense notamment à ce que l'on a développé au service de ce commerce indépendant qui avait perdu un petit peu cette analyse de son point de vente, qui n'a pas eu le temps de se regarder, je dirais, dans une glace pour savoir où j'en suis et où je dois aller. C'est ce que nous avons voulu développer parce que je rebondis sur ce que vous venez de dire. Oui, offrir de l'authenticité. Et on a la chance ici, en Béarn, d'avoir cette offre plurielle. Nous avons un des réseaux de commerçants indépendants le plus dense en Béarn. Nous avons de la franchise, mais nous avons cette qualité, cette différence. Et c'est pour cela que nous avons poussé à performer avec un label pour que le commerçant puisse rebondir derrière. On va parler de ce label préférence commerce dans quelques secondes, mais au travers de ce que vous venez de dire, je vous remercie tous les deux, on voit bien qu'il y a un réel intérêt finalement à jouer groupé, à se saisir de problématiques en commun entre les acteurs qui font du commerce, ceux qui gèrent l'environnement autour du commerce, qu'il y a nécessité à jouer sur la différenciation tout en sachant par contre travailler en commun, ensemble pour partager des problématiques et pour investir, pour innover en commun. C'est intéressant de voir qu'il n'y a plus d'opposition, aussi systématique entre les grands débats sur les périphéries et les centres-villes, et que l'on est finalement quelque part, Nicolas, si on les écoute bien, à la croisée des chemins. J'ai l'impression qu'ils sont en train de nous dire qu'il y a capacité à réinventer le commerce en se servant de ce qu'il a de positif, de commerce proximité, mais en écrivant une nouvelle page de son histoire. Ouais, d'ailleurs, vous êtes la seule personne qui ait parlé de prix, alors qu'on est en crise. C'est vrai. Alors que le consommateur, quand même, à mon avis, fait plus attention, c'est vous. Et vous avez dit d'ailleurs, la politique du bas prix n'est pas rentable. Alors j'aimerais peut-être poser la question aux professionnels, c'est vrai ça ou pas ? Parce que moi j'entends aussi beaucoup de consommateurs, on va dire, qui disent oui, non mais je veux bien aller au hall, mais... Ouais. mais pas à n'importe quel prix. Voilà, mais pas à n'importe quel prix. Alors, moi personnellement, en tant que commerçante, je reste toujours avec mon idée de départ, c'est-à-dire la fleur pour mon métier. Je veux la qualité, voilà, c'est tout. Aujourd'hui, le client vient chez moi parce que ma fleur va durer 15 jours, voire 3 semaines. S'il veut du prix, même avec la crise, on achète, ça vous revient moins cher s'il a bien compris. Déjà, il a un accueil, je lui explique comment il faut faire. Il a un souci, il vient me voir, on le remplace. Il n'y a pas de souci, c'est quand même du périssable. Aller dans d'autres structures où ce sont des chaînes, où la fleur, vous la payez certes beaucoup moins cher, mais elle est au cadran depuis 1 semaine et demie, alors que moi, elle vient du Var ou de la Bretagne et elle est coupée depuis 2 jours. Vous y gagnez au bout du compte. Et là, c'est ce que le consommateur est en train de voir et de prendre conscience, enfin, qu'en payant à peine un peu plus cher, il s'y retrouve à la fin. Oui, voilà. Si tant est que ça soit plus cher. Parce qu'aujourd'hui, c'est la question que j'allais poser. De proximité, c'est peut-être payer, et ce n'est pas sûr. Aujourd'hui, ça demande à être vérifié que le prix à l'unité, au kilo, notamment dans l'alimentaire, soit plus élevé qu'en grande distribution. Et surtout, vous achetez des produits de qualité et vous n'êtes pas aussi dans un univers de tentation. Alors, vous allez gagner quelques centimes sur quelques produits, mais le phénomène de consommation et d'offre fait que des fois, vous allez avoir des paniers qui vont être plus élevés. Et je crois qu'il est temps de mettre un terme à cette idée que le commerçant de proximité est un commerçant cher. C'est un commerçant avant tout
de qualité. Alors cela dit, il y a des produits dont les consommateurs s'amusent à regarder le prix. Serge Galazzini, vous n'allez pas me dire que dans votre domaine, les arts de la table, ils ne comparent pas avant de déposer une liste de mariage, bien de faire un cadeau, à quel prix se trouve tel produit qui est chez vous par rapport à ailleurs. Oui, je pense qu'il compare, mais est-ce qu'il achète que le prix ou est-ce qu'il achète le prix et le service? Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Ils achètent le produit au juste prix. C'est-à-dire le juste prix, c'est effectivement le prix du produit, mais il y a tout ce qui va derrière. Donc, comme disait madame, il y a le service. Moi, quand je vois un produit derrière et que c'est pour offrir, je fais moi-même le paquet cadeau. Il y a un joli paquet cadeau. Ce qu'on ne retrouve pas dans certaines autres grandes surfaces, on va dire. Sébastien, cette notion, cela dit, de service, qui a un coût, par contre, qui a une valeur, on voit bien que aujourd'hui, on est prêt à payer le service, alors même qu'on est très regardant sur le premier, le premier étiquetage du prix. On arbitre. Des fois, on va le commander pour qu'il arrive chez nous. Des fois, on va peut-être le prendre chez un discounter. Et des fois, il y a l'achat plaisir aussi. Ça fait du bien aussi en temps de crise, l'achat plaisir. Hein, où on va en prendre moins, mais on va en prendre mieux. Hein, voilà, du qualitatif, ce que l'on disait. Et ça, oui, on y revient, toujours pareil, parce que on est rassuré. On s'occupe de nous, on a du service, on sait d'où ça vient, on a une discussion, on a toute cette expérience dans l'achat. C'est aussi ça, c'est aussi du plaisir et se sentir bien dans son acte de consommation. Et reconnu aussi, c'est important. L'authenticité, elle passe par cette reconnaissance qu'un commerçant donne à son client et c'est une valeur ajoutée que des fois on est prêt à payer avec quelques euros de plus. Bon, alors puisqu'on parle de reconnaissance, arrêtons de tourner autour du pot. Ce label préférence commerce que vous voyez ici même, que vous voyez affiché un petit peu n'importe où. On a deux commerçants qui sont labellisés d'ailleurs, préférence commerce autour de nous. D'autres sont placés pas très loin. Je vais leur demander dans quelques instants de me rejoindre. Merci à Sébastien, merci monsieur le maire d'avoir été présent pour cette première partie. Je vais vous laisser regagner la salle juste derrière nous pendant que l'on va zoomer quelques instants sur ce logo préférence commerce. Peut-être est-ce que vous ne l'avez pas encore beaucoup vu. Pourtant, il y a d'ores et déjà plus de 150 commerces qui sont labellisés en Béarn préférence commerce. Et ce n'est qu'un début. Ce logo, vous allez le voir de plus en plus parce que au travers de Vitrofani, au travers d'outils comme ce petit, je ne sais plus comment dire, ramasse-monnaie que j'ai ici, si on peut juste le montrer à la caméra, au travers de campagnes de communication, de sacs qui vont être distribués aux consommateurs. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce logo préférence commerce devrait être de plus en plus repéré par l'ensemble des consommateurs. D'autres commerçants labellisés préférence commerce vont me rejoindre pendant que Philippe Coy, vous allez m'expliquer qu'est-ce qui a motivé la CCI Pau Béarn à se lancer dans cette aventure préférence commerce. Et on va voir affiché pendant toute la série de cet entretien le nombre impressionnant de commerçants labellisés préférence commerce. Alors à Pau, à Oloron, à Monin, bien entendu, mais vous allez voir sur d'autres territoires, puisque ça touche l'ensemble du Béarn, quelle que soit la taille de la ville dans laquelle on est. Pourquoi ça vous a motivé de vous dire il faut faire quelque chose reconnaissable ? Pourquoi ça nous a motivés? Parce que d'abord, c'est notre rôle d'accompagner le commerce. On vient de voir dans la première séquence que ce n'était pas forcément évident, qu'il y avait une crise, qu'il fallait accompagner le commerce et qu'il y avait une vraie mutation. Sauf qu'en temps de crise, le commerçant se replie un peu sur lui-même et n'a pas le temps de regarder avec un œil neuf, un œil extérieur, son commerce. Et c'est le rôle du consulaire, le rôle du service commerce de la CCI, d'accompagner, de faire évoluer. Et il était naturel qu'avec ses collaborateurs, nous puissions apporter une expertise et un outil qui est déjà mis en place, je dirais, au sein des franchisés, de la grande distribution, mais que le commerçant indépendant ne pouvait pas avoir pour son quotidien. C'est la préférence du commerce, c'est cela le sens de ce label. Eric, vous avez dit tout à l'heure qu'il n'était pas encore très visible. C'est normal, parce qu'avant de communiquer, on voulait performer, et aujourd'hui, avec 150 commerçants en Béarn, vous allez bientôt voir partout ce logo briller. Alors, c'est intéressant parce que ce n'est pas une marque, en effet. Quand je disais ça, il n'est pas encore connu ou reconnu, c'est parce qu'avant de l'afficher, il faut se le gagner. C'est tout le principe des labels. Et pourtant, Dieu sait, Nicolas, il y en a beaucoup des labels. Oui, c'est ce que, spontanément, quand on a préparé l'émission, j'ai dit, vous n'avez pas peur là d'en faire un de plus de labels. Il y a certains commerces, je pense aux restaurants notamment, ils ont tellement de labels et de machins que finalement, on ne sait plus à quoi ça ressemble. Il a deux vocations, à parler aux consommateurs, mais surtout, excusez-moi l'expression, un peu en B2B. C'est que nos conseillers, notre service commerce, puissent aussi diagnostiquer le point de vente. Il y a un effet
direct avec le commerçant, mais aussi un esprit de communication de qualité, ce que l'on disait tout à l'heure dans le premier échange, pour que le commerçant puisse parler différemment avec son client. Deux commerçants nous ont rejoints, Nicolas, deux commerçants nous ont rejoints qui sont labellisés Préférence Commerce. Et moi, je vais leur demander finalement ce que cela leur a apporté dans leur manière de faire du commerce et de se remettre en cause dans la façon de faire du commerce. Ramon Chogarat, c'est à Oloron que vous exercez? Tout à fait. Je vends des produits surgelés. Alors, le problématique au départ, ce label, c'était recevoir quelqu'un de la CCI. Parce que c'est problématique de recevoir quelqu'un de la CCI, non? Oui, parce que c'est entendre ce qu'on n'a pas envie d'entendre. Ah, d'accord, très bien. Par contre, d'ailleurs, pour qu'on vous entende bien, vous allez prendre le micro noir qui est juste devant vous, me souffle-t-on. Alors, avec ce micro noir, qu'est-ce que vous a dit ce conseiller de la CCI que vous ne vouliez pas entendre? En fait, on avait tous les outils, mais on ne les avait pas mis en place. Moi, par exemple, dans ma boutique, j'avais mis les promotions sur un carton et de les mettre sur un joli panneau. Et comme on a la tête dans les guidons, au bout d'un moment, on ne s'en rend plus compte. Ça fait combien de temps que vous exercez? Ça fait 30 ans que j'exerce. Ouais. Donc on a pris des mauvaises habitudes. Bon, pour recevoir les clients, ça, il n'y a pas de problème. 30 ans dans le surgelé, si vous avez pris de mauvaises habitudes, vous m'inquiétez. Mais enfin bon. Mauvaises habitudes, non, dans le sens où on fait des petits détails. Là, par exemple, on vient de mettre cette semaine Facebook en route. Jusqu'à présent, on avait aussi l'outil, l'idée, mais on ne le faisait pas. Et c'est dommage. Après, le label par lui-même, moi, je me suis dit, si on ne l'a pas, quelque part, c'est qu'on est mauvais. C'est qu'on ne l'a pas mérité. Donc, c'était pas grave en soi. Mais bon, le fait de l'avoir eu, c'est encore mieux. Noël Bosseron, vous c'est à Pau que vous exercez dans un commerce, alors je veux dire dans une boutique un peu particulière parce qu'on parle de beauté, on parle d'élégance, on parle de conseils, avec à la fois des conseils en cosmétique bio et maquillage, également une notion de prêt-à-porter. C'est un ensemble complet de services pour le relooking, je dirais, que vous proposez. Vous, ça fait combien de temps que vous exercez? 3 ans. 3 ans, oui, 3 et ans, vous, de suite, vous commencez, vous vous dites, il faut que je me lance dans une forme de labellisation, de professionnalisation de mon activité? J'ai ouvert, 1 an après, on nous a proposé le label Préférence Commerce et ça me semblait évident de participer et d'être pilote dans ce nouveau label de qualité parce qu'en effet, il existe des labels de qualité dans d'autres domaines, mais dans le commerce, on n'en avait pas. Et il est important pour le consommateur de savoir où il va et c'est quelque chose de novateur, donc je trouvais ça intéressant. Ce logo m'a plu en disant tout est OK pour le consommateur, en fait revenir à des bases. Et c'est ça peut-être qui est important dans ce logo. Ce qui m'a plu, et ce label, c'est se dire mais c'est une évidence qu'il faut reparler des bases du commerce. L'accueil, la courtoisie, le professionnalisme. Il y a eu beaucoup de commerces, mais ça ouvert, ça ferme. Alors on parle d'ouverture et de fermeture, mais en même temps, avec des fois, on rentre, on n'est pas accueilli. Voilà. Ouais. Donc, pour moi, c'est important d'avoir ce label pour pouvoir justement me dire le commerce, c'est ça. Alors que ça a été dur de l'avoir. Il y a des interros écrits, orales, surprise. Il y a un client mystère. Il y a un client mystère. Il y a quand même dans le dispositif 80 points qui sont audités dans le magasin. Même si on a l'impression d'enfoncer des portes ouvertes. L'accueil, la qualité, la propreté, c'est une évidence quand on le dit comme ça. Malheureusement, au quotidien, ça ne l'est pas parce qu'on n'a plus cet œil neuf. Et c'est vrai que, comme disait Ramucho, c'est pas évident au bout de 20 ans, 30 ans de métier ou ne serait-ce que 3 ans, d'avoir quelqu'un d'extérieur, de la chambre de commerce ou pas, qui vient avec vous passer en détail au grille-pain tous les points négatifs, puisque c'est l'essentiel de l'audit, de faire mettre en avant ce qui ne va pas pour l'améliorer. Et ensuite, comme disait Joël, il y a ce client mystère qui à tout moment vous surprend dans votre quotidien. Donc au fond de vous-même, vous pensez être le meilleur commerçant de la rue et du quartier. Et des fois, il y a des douches froides qui vous permettent d'apporter ce correctif pour aller chercher cette performance et décrocher la labellisation. D'abord, ce sont qui les experts qui auditent, Philippe? Les experts, ce sont des gens de l'ESC, de l'IPC, qui ont une habitude sur le commerce, un œil nouveau par rapport au message que nos conseillers donnent. Et c'est cela qui amène aussi cette analyse extérieure. Alors Ramoncho, sur les 80 points audités, les 3-4 qui, entre guillemets, posaient problème, en tout cas qui vous ont secoué, sur lesquels vous avez amélioré votre façon de faire du commerce? Eh bien, c'était mettre les produits en promotion en avant, et c'était tout bête, c'était mettre un écran plat avec une clé USB, c'est tout, un truc tout bête, on n'y pense pas franchement. Il y avait donc le fameux panneau où je mettais aussi les panneaux, mettre une place pour parking réservé à notre clientèle.
parce qu'on est 7 salariés, tout le monde mettait un petit peu anarchiquement les voitures. Donc il suffisait de les mettre d'un côté et laisser le reste à la clientèle. Bon, et c'est des petites choses comme ça. Mais moi, en 8 jours, on a fait tout en 8 jours parce que ça nous a donné une grosse impulsion et qui continue encore. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça a changé votre chiffre d'affaires? Est-ce qu'il a explosé? Le chiffre d'affaires, on ne va pas dire qu'il a explosé. En soi, on va le quantifier, je pense, petit à petit. Mais moi, je sais qu'il y a des clients qui sont arrivés. Alors, ce qui m'a fait plaisir, c'était des personnes âgées, 80-85 ans, et qui sont venus et qui ont vu le panneau pour les promotions. Donc, quelque part, déjà, ils l'ont vu. Ouais. Et il suffisait de 2, ça suffisait. Pour moi, ça suffit. Deux Noël. personnes qui l'ont vu, c'était important. Noël, vous, les 2-3 points d'amélioration que vraiment la démarche vous a permis d'acquérir, de faire. Moi, c'était plus un problème de visibilité. Ouais. Parce que le magasin venait d'ouvrir, donc on ne peut pas dire que j'avais problème d'éclairage ou de papier peint un peu défraîchi ou choses comme ça. Mais c'était important d'avoir un regard extérieur. Positionnement des produits, par exemple, plutôt que les avoir derrière, les avoir plus près de la caisse ou des choses comme ça. On parlait tout à l'heure de la nouvelle technologie, Internet, qui fait souvent peur. Mais là aussi, ça fait partie du dispositif pour appréhender Internet. Êtes-vous présent? Avez-vous déjà communiqué sur les réseaux sociaux? C'est tout cela l'accompagnement, et on est fiers que la CCI Pau Béarn, avec quand même une coproduction de la CCI du Havre, nous ayons pu développer les premiers labellisés ici en Béarn et avoir aujourd'hui des commerçants heureux qui se sentent accompagnés, qui se sentent faisant partie d'une communauté aujourd'hui, puisque 150 commerçants peuvent échanger et peuvent abonder aussi, améliorer le label. Il y a beaucoup d'échanges entre Le Havre et Pau. Serge, vous, qu'est-ce que ça a apporté en point positif dans votre commerce? Le point positif, déjà, c'était toute la remise en cause de ma force de vente. Enfin, donc, toutes mes employés se sont dit, mince, mais c'est vrai qu'il va y avoir quelqu'un, donc il faut j'arrange mon magasin. Et oui, parce qu'on parlait du commerçant, du chef d'entreprise, mais c'est vrai que ça touche évidemment tous ceux qui sont les acteurs du commerce. Voilà, exactement. Donc, ça a motivé toute l'équipe. Un des points qu'on a amélioré et qui, justement, je rebondis sur ce que disait Philippe sur les formations ici à l'IPC, c'est pas un point négatif, mais un point sur lequel on pouvait améliorer l'accueil chez nous, c'était l'amélioration des langues étrangères pour accueillir les clients anglais ou les clients espagnols. Donc les employés ont suivi des cours d'anglais ici à l'école de commerce. De votre côté, Christine, qu'est-ce que ça a changé? Alors moi, ça a changé. Voyons, au niveau de l'équipe, une dynamique incroyable. Ah oui? Ouais, un challenge. Et pour moi, parce que quand on vous voit, on se dit que toute l'équipe est dynamique. Oui, comme vous, elle est, mais justement, il y avait ça un donnait challenge. Un coup supplémentaire. Oui, tout à fait. Et après, au niveau des autres commerçants aussi, justement, on parlait que de ce client mystère. Alors du coup, tous ceux qui sont rentrés sont devenus clients mystères. Tout à fait. Oui, tout à fait. C'est vrai. Hein, et aussi, grâce à Préférence Commerce, on arrivait en rentrant chez notre ami et commerçant d'en face, en lui disant, fais gaffe, tu as une toile d'araignée, là, tu l'as pas vue. Et du coup, c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais osé autrefois. Hein. Comment? Vous vous parlez encore avec le commerçant d'en face? Parce que... Oui, tout à fait, on se parle encore. Oui. Et il y avait le client mystère, vous l'avez conservé, il revient ou je sais pas, il est mystère. Il est mystère. Vous ne l'avez toujours pas identifié? Mais nous avions également le client mystère téléphonique. Ah ben oui, celui qui se renseigne évidemment sur les horaires d'ouverture, sur ce que vous proposez comme produit, etc. Quitte à lui donner un menu, des idées. Ce qui est important aussi, c'est ce que vient d'être dit. La toile d'araignée fait rire. Mais à vrai dire, c'est là, sur le cas de Monin, c'est tous les acteurs de Monin qui étaient dans la démarche Préférence Commerce qui ont joué de la solidarité pour que justement l'ensemble des candidats puissent bénéficier du label. Et là, on trouve une stimulation d'un territoire, on trouve aussi une cohésion sur un territoire. Et c'est pour cela que nous avons voulu, à la CCI Pau Béarn, créer maintenant, qu'il y a autant de labellisés, un club où on peut échanger et performer. Alors, avant que tu lances la question, juste une petite question. Est-ce qu'il y a des gens qui ont raté l'examen? Oui, il y en a, parce que ont fermé. C'est pas l'école des fans où on met 10. Non, c'est pas l'école des fans où gentiment le dimanche on mettait un 10. Non, mais c'est parce bien que de ça le dire, faisait plaisir. C'est un diagnostic avec un label qui répond à des clés qu'il faut obtenir. Alors c'est pas facile. C'est toujours plus facile de dire oui que de dire non. Et d'abord, c'est pas nous, la CCI, qui prenons la décision. C'est une décision collégiale de 4 à 5 personnes afin d'apporter une opinion. Mais de toute façon, il y a une notation. Et comme tout examen, si vous n'avez pas la moyenne, vous n'êtes pas reçu. Mais par contre, on retourne pour que le commerçant ne le prenne pas mal
diagnostiquer l'amélioration et candidater puisse pour continuer à la avancer. prochaine séance. Voilà. Christine. Qui n'a pas eu son label pour la première fois, qui aujourd'hui se représente pour redemander le label. Il y a un redoublement, quoi. Il y a Un possibilité de redoublant, mais avec une force incroyable et un dynamisme. Et comme voilà, tout c'est redoublant, super. s'il faut, c'est lui Voilà. qui sera bien Et ce qui meilleur est- dans 10 ans. Absolument. Ce qui est important aussi dans le label, redoublé, attention, l'obtention n'est valable que 2 ans. Donc, c'est pas parce que vous avez passé une fois l'examen, c'est pas comme le bac, vous l'avez à vie. Là, c'est un examen qui est valable 2 ans et vous aurez à repasser tous les tests pour être crédité d'un nouveau label. Alors, ces commerçants qui vont donc afficher encore davantage ce logo Préférence Commerce, ils s'engagent à accueillir, à écouter, à informer, à conseiller. Ils s'engagent pour un environnement agréable. Ils s'engagent à plus de performance, à respecter un certain nombre d'engagements. Bref, ils s'engagent pour la satisfaction client. C'est important de le souligner. Ils s'engagent avec fierté. Moi, je vais terminer là-dessus avant de Et passion. Et passion, bien sûr, mais fierté. C'est-à-dire que les uns les autres, il y a une attitude. Là, tout à l'heure, on parlait de la façon dont les consommateurs vous percevez, mais pendant très longtemps, on a reproché au commerce de proximité de se, des fois, recroqueviller, d'être en position de défense par rapport à tout ce qui lui tombait autour, d'être en position de résistant, quelque part. Là, j'ai l'impression qu'avec ce genre d'outils, comme d'autres remises en question, comme la faculté d'aller sur Internet, comme la faculté de trouver de nouveaux modes finalement de monétisation, etc., il y a encore plus de fierté affichée qu'aux des commerçants et à miser sur l'avenir. Je me trompe en disant ça? Que ça vous redonne des couleurs et une certaine fierté? Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais bon. On était déjà fiers avant, mais alors vous ne pouvez pas imaginer maintenant comme on est fiers de... Vous n'êtes pas fier comme un bar tabac, ça c'est moi sinon. Non. On est très fiers. De votre côté, Laurent? Moi aussi, très 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 fier. Et je vous ai dit, on continue sur la lancée. Noël, alors vous parlez à votre nom, mais au nom aussi de Pau Commerce, puisque vous êtes engagé dans l'association Pau Commerce, dont le président est juste derrière vous. Non pas pour vous contrôler, mais pour être là, pour vous soutenir. Non, mais satisfaction à 100% du client, c'est l'objectif, toujours. Merci beaucoup. Un mot avant de conclure peut-être, c'est que on vient de parler de commerçants indépendants. Oui. Et avez-vous remarqué que tout le monde parle de la même voix? Cette indépendance se fissure pour arriver vers l'excellence. Et aujourd'hui, le commerçant de proximité n'est plus seul. Il évolue dans une communauté, dans une rue, dans une ville et s'approprie ce bien-être pour demain. Merci beaucoup Philippe Coy. Nicolas, vous ferez évidemment écho, j'imagine, de Préférence Commerce. Mais vous êtes impatient de voir quelle vision. Vous avez quelques prospectus, beaucoup vont être distribués d'ailleurs territorialement, puisqu'il y aura des prospectus distribués sur chaque zone géographique avec la liste complète et les coordonnées de chacun des commerçants labellisés. On va demander à Patrick de Sampa de nous rejoindre. C'est le président de la Chambre de commerce et d'industrie. Il a l'habitude de conclure ces rendez-vous de territoire d'idées. Venez mon cher Patrick, venez ici, je vous en prie, vous allez prendre place. Vous saisir du micro de votre voisine de droite et nous dire en quelques mots, vous d'abord, quel regard vous portez sur ce commerce de proximité dont nous venons de parler. Bien, écoutez, d'abord bonsoir à toutes et à tous. Moi je crois qu'on vient d'assister à un débat qui démontre que le commerce de proximité a repris ou a relevé le challenge de la concurrence avec les grandes surfaces et les galeries commerçantes qu'il peut y avoir dans les grandes surfaces. Et quelqu'un l'a dit tout à l'heure au cours de votre débat, il y a eu longtemps une opposition entre le commerce de proximité et les grandes surfaces. Et c'est vrai qu'on a passé 10, 15 ans, 20 ans à avoir plutôt des commerçants qui étaient désarçonnés, on peut dire, par cette création de ces grandes surfaces qui inlassablement créaient des galeries marchandes. Et donc on voyait là une opposition forte et on disait mais le petit commerce finira un jour par disparaître. Alors le petit commerce, il faut dire quand même que c'est la clé de voûte de nos centres-villes. Et on ne peut pas imaginer des centres-villes demain sans des commerçants et des commerçants qui sont dans l'excellence. Et tout à l'heure, quand j'écoutais mon ami le maire de Navarinx, il parlait de sa Bastide et il disait mais la Bastide, c'est le lieu où on échange, où on vit, où on partage, il y a du lien, il y a les associations. Et d'ailleurs, dans les critères, c'était à la fois pour avoir l'excellence reconnue, il fallait avoir à la fois de la commercialité et des associations. Et je crois que le centre-ville, c'est ça. On est en train tous là d'assister à une remise en question de nos structures antérieures,
de nouvelles structures qui sont portées parce qu'on a aussi une nouvelle génération de commerçants qui arrivent. On a Internet qui a beaucoup bousculé les choses. Et aujourd'hui, finalement, vous avez dit tous, la plupart, vous êtes tous tombés d'accord que ce n'est pas toujours le prix qui fait la décision de l'achat par le client, mais c'est surtout le produit, l'excellence, la présentation, les paquets cadeaux qui sont bien faits. Et donc, il y a un service. Et c'est l'ensemble de tout ça qui fait que ça apporte une richesse à la relation entre le client et le commerçant. Patrick de Sampan, on voit de plus en plus apparaître des profils de managers de centre-ville, des structures qui sont là, quelles que soient d'ailleurs les formes juridiques, etc., pour permettre un développement, d'aller chercher des enseignes, de valoriser l'offre, etc. Et pas simplement que dans les grandes villes, hein, d'ailleurs. On voit bien que ce souci d'aménagement cohérent, il touche l'ensemble des territoires, y compris les centres-bourgs. Quelle est votre position là-dessus ? Je crois qu'on assiste, d'ailleurs, même si on prend le centre-ville de Pau, on assiste à des frémissements, en quelque sorte, de reprise en main par quelques opérateurs pour pouvoir réinvestir le centre-ville. On voit bien aussi que les grandes surfaces ont repris des petites surfaces de distribution. Ce qui veut dire qu'elles se sont aperçues à un moment qu'elles s'étaient éloignées du client potentiel. Ce client potentiel, il va reconquérir le centre-ville, même au niveau de l'habitat, si on sait véritablement aussi faire des opérations de promotion et je dirais, de remise à niveau de l'habitat du centre-ville. On a beaucoup d'immeubles qui sont anciens, qui ne correspondent plus aux critères de l'habitat actuel. C'est pour ça que beaucoup de gens étaient partis en périphérie construire leur pavillon. Ils avaient un pavillon tout neuf, ils étaient très contents. Aujourd'hui, il faut qu'effectivement on retrouve cette dualité d'acteurs entre le commerçant, le petit commerçant de proximité ou le grand commerçant de proximité qui font le centre-ville, qui font la vie du centre-ville. Et c'est à partir de là qu'on va retrouver des promoteurs ou des opérateurs immobiliers qui remettront à niveau les immeubles. Donc il faut arriver à faire jouer sur le même registre à la fois les commerçants de proximité, l'excellence, l'attractivité, et effectivement les promoteurs. Alors il est certain qu'il y a quelques élus potentiels ici qui ont des charges et qui agissent sur le commerce de centre-ville. Moi, à mon avis, c'est un de mes, je dirais, c'est un de mes arguments. Le commerçant de centre-ville, il faut qu'on arrive à traiter l'ensemble des commerçants d'un centre-ville comme Pau, par exemple, pour prendre Pau, puisqu'on est à Pau, comme si on était face à une grande surface, une multiplicité de petites surfaces qui, additionnées les unes avec les autres, créent finalement des galeries marchandes, je dirais, en permanence. Et c'est là où les politiques qui gèrent actuellement la ville de Pau doivent prendre conscience que s'ils veulent favoriser la venue d'une clientèle potentielle, il faut aussi favoriser le parking, favoriser les tarifs. Et c'est comme ça que plus il y aura de monde dans le centre-ville, plus on redécouvrira ou on s'appropriera de nouveau ce centre-ville. Et cette dualité commerçant de proximité et promoteurs dans l'immobilier redonneront toutes les lettres de noblesse à notre centre-ville de Pau et des autres centres-villes. Parce que on prend Orthès, on prend Oloron, on prend Naï, on prend... c'est toujours les mêmes constats que l'on peut faire. Et je termine, c'est ma dernière question, rapide. Évidemment, ce numéro de Territoire d'idées est un numéro réalisé, financé par la Chambre de commerce et d'industrie, donc ma question n'est pas innocente. Patrick de Sampan, vous, c'est quelque chose dont vous voulez plus que jamais vous saisir à la Chambre de commerce et d'industrie? C'est une problématique que vous voulez plus que jamais développer? Ah, mais c'est une problématique essentielle. On ne peut pas aujourd'hui accepter d'avoir vu l'appauvrissement de certains quartiers de Pau et même certains quartiers qui ont été délabrés ou inhabités depuis quelque temps.
Il faut reconquérir tout ça. Donc il faut une politique et la ville. Mais avec un rôle moteur de la part de la CCI pour ça. Ah, mais la ville de la CCI jouera tout son rôle et pèsera pour faire passer son message. On voit bien d'ailleurs tout le travail qu'a fait Philippe Coy et toutes ses équipes autour des services de la CCI. Préférence commerce, c'est quand même quelque chose qui démontre qu'aujourd'hui, le commerçant de proximité a pris conscience qu'il y avait un challenge à relever et qu'il ne fallait plus faire de complexe vis-à-vis de qui que ce soit. Merci beaucoup en tout cas à l'ensemble de nos invités. Mon cher Nicolas, vous avez repéré le logo, Préférence Commerce. Ça y est, c'est bon. J'avais pas fait gaffe que c'était... Ouais. C'est très bien, c'est ça le signe, c'est bien sûr. Mais bien sûr, vous le faites très bien, vous le faites très bien. Merci à l'ensemble des intervenants, merci aux autres acteurs de Préférence Commerce qui vont afficher fièrement les couleurs de ce commerce de proximité duquel nous avons parlé. Merci à vous toutes et à vous tous, à très bientôt.